Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être ici. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent via YouTube en live. Donc pour ces personnes-là, justement, je résume un peu ce qui s'est passé depuis 14 heures. On a fait une première table ronde sur occuper le terrain culturel face à l'extrême droite, donc qui nous a permis de voir une diversité d'actrices du secteur culturel et comment ces personnes-là et ces structures-là prennent l'espace culturel de façon active contre la fascisation du secteur culturel. Et aujourd'hui, maintenant à 16 heures, on va parler plutôt de l'aspect historique et de la fascisation des mémoires et des imaginaires pour parler des récits historiques et patrimoine. Donc je laisse la parole à Annabelle Martella, journaliste et membre du collectif Hors Cadre, qui va animer cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Oui, pour présenter rapidement cette table ronde, le but, là, ça va être d'échanger ensemble sur comment l'extrême droite utilise et instrumentalise les spectacles historiques type Puy du Fou et également les chantiers autour du patrimoine. Donc là, on va surtout parler du spectacle vivant et de la culture patrimoniale, mais on pourra aussi évoquer quelques autres secteurs comme le cinéma, où il y a également des attaques de l'extrême droite et une volonté d'accaparement. Moi un peu pour me présenter, et ça permettra aussi de présenter cette table ronde, moi au sein du collectif de journalistes indépendantes hors cadre, j'ai enquêté avec Simba Damash sur les spectacles historiques financés par Pierre-Édouard Sterrin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pierre-Édouard Sterrin, c'est un milliardaire réactionnaire qui a fait fortune avec Smartbox, donc les coffrets cadeaux que vous pouvez acheter quand vous n'avez pas d'idée de cadeaux à vos proches pour faire des nuits insolites ou ce genre de trucs. Et donc lui en fait s'est exilé fiscalement en Belgique et était assez discret jusqu'à ce que l'UMA révèle son plan Périclès, donc un plan où il met une partie de sa fortune au service de son idéologie, qui est de combattre le wokisme, comme il le dit, le socialisme, l'immigration, et donc et de créer une alliance entre la droite et l'extrême droite, et notamment en finançant des écoles pour former les nouveaux maires de l'extrême droite. Donc voilà, et donc Pierre-Édouard Sterrin a des velléités avec son argent de peser dans la politique et les sphères médiatiques et économiques françaises, mais aussi dans la culture, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et donc notamment, moi j'ai enquêté sur les spectacles historiques qui fleurissent partout en France, qui sont dans la droite ligne du Puy du Fou, qui se revendique dans son héritage. Donc le Puy du Fou, pareil, pour remettre des repères, c'est un parc d'attractions et des spectacles historiques qui retracent la grande histoire de France dans un château en Vendée, et qui a un gros succès économique et public, et qui instrumentalise l'histoire pour livrer une histoire qui est contre la Révolution française, qui met au goût du jour les thèses du génocide vendéen, et on en parlera peut-être autour de cette table ronde. Et donc, par cette instrumentalisation de l'histoire, livre au grand public une image de la France qui serait une France éternelle, blanche, catholique. Et donc là, autour de la table, il y a plusieurs actrices qui sont de ce secteur-là et qui ont été contre ces spectacles ou ces associations dans le patrimoine qui se développent pour livrer cette vision de l'histoire au grand public. Et je vais vous laisser vous présenter. Bonjour.
Donc moi je suis Nono, je fais partie du syndicat des travailleuses et travailleurs de la culture et du spectacle de la CNTSO. Et je représente un syndicat où par chez nous il y a beaucoup de techniciennes et techniciens qui travaillent à la fois dans des parcs de loisirs et qui souvent ont fait le choix de justement travailler plutôt des fois à Disney ou Astérix et ne pas travailler au Puy du Fou par exemple. Et après on représente aussi des personnes dans le spectacle vivant, dans le cinéma. Et on s'aperçoit que depuis 2 ans, de plus en plus, la question de l'extrême droite sur nos lieux de travail, dans nos salles de spectacle et sur les tournages, c'est quelque chose qu'on a à se poser en question et on estime qu'il faut le faire au sein du syndicat et pas forcément à titre individuel. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis Esther. Aujourd'hui, je porte la casquette de Sud Culture, section MICAM, donc les métiers intermittents de la création, des arts et de la médiation. Cette section en Ile-de-France a fait partie du mouvement Cultures en lutte, donc qui organise aujourd'hui avec les camarades en intersyndical cette journée et qui se mobilise depuis 1 an contre la fascisation de notre secteur, notamment via la lutte pour un service public de la culture. Donc je rejoins complètement le camarade du Stux. Le syndicalisme peut vraiment être un outil de lutte contre le fascisme, notamment par une présence dans les lieux culturels qui sont pris et monopolisés par l'extrême droite. Donc le secteur culturel connaît à la fois une privatisation importante des moyens de production par les grandes fortunes qui imposent du coup une certaine idéologie, et en même temps connaît une dépendance face aux institutions, notamment dans le spectacle vivant et le théâtre subventionné. Ces institutions tombent de plus en plus dans les mains de mairies ou d'élus d'extrême droite, et donc au sein de Cultures en lutte, on s'est demandé comment agir collectivement dans notre diversité sectorielle contre cette fascisation-là. Donc j'espère pouvoir apporter ça. Et du coup, la question du patrimoine nous intéresse énormément, puisque le service public est le patrimoine de celles qui n'en ont pas. Et c'est pas anodin que l'extrême droite, du coup, veuille monopoliser ce patrimoine et cet imaginaire historique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dan, je suis donc élu bénévole au conseil d'administration de l'Union Rempart. L'Union Rempart, c'est une union de 200 associations locales qui restaurent du patrimoine, et c'est un mouvement d'éducation populaire. Donc on restaure du patrimoine par l'éducation populaire, et on fait de l'éducation populaire par et pour et grâce au patrimoine. Nous, on est... effectivement, c'est plaisant d'être ici pour dire que le patrimoine, malgré ce qu'on pourrait imaginer au départ, c'est pas une valeur de droite nécessairement, sûrement pas. Aujourd'hui, on est un petit peu débordé par contre à l'extrême droite, on va en parler tout à l'heure. Donc pour nous, c'est important de venir et de marteler des choses pour dire que non, le patrimoine, ce ne sera pas l'extrême droite, sûrement pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci déjà pour l'invitation. Donc moi je me présente, je m'appelle William Blanc. J'ai une double casquette là en fait, parce que je suis historien. J'ai travaillé notamment avec pas mal de collègues à écrire justement, à analyser justement tout ce discours, ce fantasme historique en fait de l'extrême droite. Voilà, donc voilà, d'autres collègues comme Christophe Nodin qui est dans le coin, voilà, donc que je salue, qui est dans la salle. Et aussi au passage, moi je suis aussi un historien indépendant en fait. Voilà, j'ai pas de poste à l'université, ce qui fait que mon travail c'est aussi d'intervenir, de faire de la vulgarisation dans des lieux patrimoniaux, dans des lieux voilà, comme des bibliothèques, des musées, des médiathèques. Donc évidemment, je suis en contact avec le public et évidemment toute cette espèce d'assaut en fait sur l'histoire et enfin de l'extrême droite sur des lieux en fait historiques, ça me concerne en fait aussi directement en tant que professionnel de la vulgarisation. Donc
Donc là, pour commencer cette table ronde, je voulais qu'on puisse tous et toutes ensemble, autour de cette table, dresser un constat. Pour commencer, puisque on pourrait se dire que c'est peut-être une forme de fantasme, le fait qu'il y ait eu un accaparement du secteur culturel par l'extrême droite. Mais en enquêtant, enfin moi en tout cas, je me suis rendu compte que ça concernait énormément de spectacles qui ont attiré des milliers de spectateurs et spectatrices l'été dernier, avec des spectacles dont vous avez peut-être entendu parler comme Murmure de la Cité, La Dame de Pierre, Le Dernier Souvenir d'Athos, et qui ont été joués partout en France, en Auvergne, en Picardie, en Sologne, enfin voilà, et donc on se rend compte que ces spectacles-là où ces associations du patrimoine sont à la fois financées par des milliardaires comme Pierre-Édouard Stérin, mais également par l'État, et déjà de comprendre avec les gens autour de la table, déjà pourquoi ces spectacles-là où ces associations du patrimoine sont accaparées par l'extrême droite, et comment on le voit quand on se bat contre eux, ou quand on est spectateur, spectatrice ou bénévole de ces organisations-là. Bon, là-dessus, je voulais juste revenir sur le fait que nous, par exemple, au Stux, c'est un peu le cas particulier que tu cites, sur le fait que les Murmures de la Cité, c'est un spectacle qui a eu lieu dans l'Allier, donc à Moulins, au mois de juillet dernier. Et donc nous, par exemple, on a été contactés parce que vous imaginez bien qu'avec en fait, c'est lié avec les baisses de financement, etc. C'est-à-dire qu'en gros, quand les camarades sont techniciennes et techniciens dans le centre de la France, ils font de plus en plus de bornes pour aller bosser sur Lyon, sur Clermont-Ferrand, de plus en plus loin, quoi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui leur dit, là, on a besoin de 40 personnes, en fait, pour dans 2 semaines. Et c'est l'avant-veille qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est pour travailler sur un spectacle qui est financé par ce terrain et qui porte des idées réactionnaires. Et donc là, c'est un peu le branle-bas de combat, parce qu'il y a celles et ceux qui se disent il faut que j'y aille parce que j'ai besoin de taffer, ceux qui se disent c'est hors de question, j'y vais pas, ceux qui se disent est-ce qu'on s'organise pour faire quelque chose sur place. Et nous, ça a été un peu le début concret, parce qu'au début c'était un peu théorique, la lutte contre l'extrême droite sur nos lieux de travail, et c'est à ce moment-là où on a commencé à se poser, déjà pour essayer de rompre l'isolement, de se dire que c'était pas une question qu'il fallait se poser tout seul dans son coin, qu'il fallait en parler ensemble. Et donc dans l'Allier, ça a commencé à se poser, et c'est pour ça au printemps, à l'automne, qu'on a essayé de visibiliser les actions pour après pouvoir se dire ok, on a beau être en tant que technicien, technicienne, des petites mains qu'on voit pas trop, qui ouvrent très peu leur gueule, parce que généralement le monde de la culture il se réveille un peu en faisant des tribunes sur l'antifascisme dans Télérama ou je sais pas, et nous on a voulu montrer que le secteur de la culture et du spectacle c'est aussi des travailleuses et des travailleurs qui ont le main dans le cambouis et qui en fait ont une pensée politique, ont fait des choix de travailler pour des valeurs d'émancipation la plupart du temps, se pose déjà plein de questions sur des fois la ligne anticapitaliste, etc. Mais maintenant, devoir se poser des questions par rapport aux lignes réactionnaires, c'est beaucoup plus dur de rentrer chez soi après le taf. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place. Et puis je pourrais revenir plus tard sur aussi rompre l'isolement pour potentiellement pouvoir faire grève ou pouvoir faire des actions directes sur le lieu de travail. Pour rebondir justement sur ce constat-là, en fait, et pour répondre peut-être directement pourquoi l'extrême droite investit cet espace-là, c'est parce qu'elle peut, parce que c'est un espace qui est vidé par les institutions, vu qu'il y a de moins en moins de subventions publiques et quand même une masse salariale, des espaces à occuper, des salles qui doivent vivre. Au bout d'un moment, dans cette précarité, on va chercher de l'argent. Et l'extrême droite a beaucoup, beaucoup d'argent. C'est surtout des grandes fortunes. Et donc, peut-être pour répondre directement à ça, le premier constat, en effet, que nous, on a eu, c'est
de plus en plus, le travail vient de la part de grandes boîtes privées et de moins en moins de politiques publiques. Et donc, les coupes budgétaires du secteur culturel, ce sont des politiques fascisantes, parce qu'elles ouvrent les portes aux idéologies fascistes qui prennent nos lieux de travail. Et du coup, ça rejoint très bien ce que dit Nono Dustux. Le syndicalisme permet une lutte très concrète et matérielle d'investir cet espace-là en tant que force de travail. Et il y a des luttes qui ont lieu, notamment de la part des techniciens, techniciennes, surtout, qui font vivre ces lieux-là et qui refusent que ces lieux soient investis par l'extrême droite. Donc c'est une lutte très compliquée à mener, mais alors qu'elle devrait commencer déjà par des politiques publiques qui puissent subventionner une culture plurielle et diverse. Et c'est parce que les institutions ont déserté le secteur culturel que l'extrême droite peut s'en emparer. Et là, ma question elle va être plus dirigée vers toi, William, en tant qu'historien. Quand on est travailleur, travailleuse dans le secteur de la culture ou bénévole ou même spectateur, spectatrice, comment on peut se rendre compte que ces spectacles sont d'extrême droite? Parce qu'en fait, ils ne s'annoncent pas du tout comme ça. Enfin, vous, quand on vous propose du travail, on ne vous dit pas ah bah, c'est un spectacle qui va être identitaire ou nationaliste, et même ils ne vont pas forcément dire les mécènes qui sont derrière. Donc comment on peut repérer si ce sont des spectacles d'extrême droite? Ouais, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le fils de Villiers la semaine dernière sur Europe 1. Il disait, gros, le Puy du Fou n'est pas politique, il est ni de droite ni de gauche. Donc déjà, rien que ça annonce la couleur quand même. Non, mais en effet, c'est une très bonne question. Juste avant de répondre à ça, je rebondis sur ce qu'ont dit les deux camarades, en fait, un syndicaliste. C'est que, en effet, l'extrême droite, pullule, en fait, en tout cas, est favorisée par un vide, qui est provoqué par, en effet, une absence de subvention de la culture, mais aussi, et c'est un phénomène assez ancien, l'extrême droite, le discours historique de l'extrême droite, il est disqualifié, en fait, dans l'université, dans la recherche. En gros, c'est l'équivalent d'un discours climato-sceptique ou d'un discours platiste, en fait, pour nous, quoi. C'est zéro ce qu'ils disent, quoi, en fait, en termes historiques. Ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Mais, en fait, pour faire passer leur vision fantasmée du passé, qui n'est pas une vision rationnelle, en fait, appuyée sur des faits, ils vont passer par l'émotion. Et l'émotion, évidemment, quoi mieux que le spectacle, surtout des spectacles grandiloquents. Ce pas des spectacles qu'il faut réfléchir, c'est des soins et lumière, on en met plein la tronche aux gens, et puis après, ils sont bien lobotomisés, et puis ils sont contents, quoi, en fait. Voilà, et le truc, c'est que ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils passent par le spectacle. Et comment on reconnaît ce type de discours? Généralement, ça passe d'abord par la nostalgie, je pense, en fait. Il y a une forte dimension nostalgique dans tous ces spectacles-là, et surtout pour une espèce de nostalgie, pour une espèce d'âge d'or fantasmé qui serait une France d'avant, voilà, qui serait parfaite, voilà, où les gens, c'était difficile, mais en fin de compte, ils étaient heureux, ils étaient unis, etc. et tout. Et puis arrive la catastrophe. Alors c'est pas dit généralement, en fait, mais c'est sous-entendu. En gros, soit c'est la Révolution française, soit c'est les années 60-70, donc l'immigration, le féminisme, les gauchistes, voilà, etc. Et donc, et en fin de compte, alors c'est pas dit comme ça parce que généralement c'est plutôt non dit, en fait, en gros. On ne va pas parler des luttes sociales, par exemple, dans ce type de spectacle. On ne va pas parler des querelles qu'il peut y avoir. On ne parle pas, par exemple, de guerre de religion dans tous ces spectacles-là. Alors que quand même, voilà, c'était un moment de fracture, en fait, dans l'histoire de France, voilà. Et puis surtout, on va vous dire que la France a, ça c'est une citation d'une historienne qui s'appelait Suzanne Citron, qui disait dans le roman national, parce que ça, cette vision fantasmée de l'histoire, on appelle ça le roman national, la France est toujours déjà là. Donc en fait, elle est là depuis les Francs, mais aussi depuis les Gaulois, et puis depuis les hommes préhistoriques. Voilà. Voilà. Et aussi, un point important, c'est une histoire évidemment très masculine. C'est une histoire des grands, donc des grands, voilà, de l'élite sociale, en fait, des rois, des reines, des héros. Et c'est une histoire, et ça c'est très important, en fait, c'est une histoire qui est chrétienne. Il y a une espèce de forte dominance. Enfin, il y a, en gros, on dit, voilà, eh bien, et ça tu en parleras mieux que moi, en fait, mais le fantasme de l'extrême droite sur le patrimoine, leur vision du patrimoine, en gros, ça se limite
hein, aux châteaux et aux églises, quoi. En fait, voilà, c'est à peu près ça, hein, et encore plus aux églises, voilà, en disant, oh, vous avez vu, voilà, l'église avait été détruite, on efface la France chrétienne, voilà. Donc, alors qu'en fait, on peut parfaitement ne pas être chrétien, voilà, et adorer l'architecture gothique, hein, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup l'architecture gothique, pas chrétien pour dessous. Mais en fait, leur but, quand ils veulent défendre ce type de patrimoine, leur but, c'est de dire, en gros, il faut défendre une France chrétienne, il faut revenir même à une France plus chrétienne, quoi, en fait, hein. Voilà. Et peut-être là, la transition est toute faite avec toi, Dan, puisque contrairement aux associations qui sont soutenues notamment par Pierre-Édouard Sterrin, comme SOS Calvaire, comme Arcade, comme aussi Canto, qui est par exemple une application qui a été créée par un ancien du GUD pour répertorier les anciens chants français et dans lesquels on a trouvé des chants du Troisième Reich, etc. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, en tant qu'association, de ces associations du patrimoine qui sont dirigées par des gens liés à des groupuscules fascistes? Beaucoup de choses, heureusement. Non, déjà, il y a ce que tu disais, effectivement, c'est-à-dire que nous, on va s'intéresser à tout type de patrimoine, mais surtout, on va proposer une réutilisation souvent différente et toujours publique du monument. C'est-à-dire que, oui, on peut intervenir sur une église, ce sera une église qui sera désacralisée, qui ne sera pas ensuite réutilisée en tant qu'église. Elle va être réutilisée pour un projet public qui va associer tous ceux qui auront envie, toutes et tous ceux qui auront envie de s'y associer. Mais ce ne sera certainement pas le projet de on va restaurer la chapelle ou l'église pour qu'ensuite il y ait des services religieux qui se fassent à l'intérieur. De la même manière, si on va travailler sur du château, parce que quand même, mine de rien, il y a des beaux châteaux à restaurer en France, mais on peut en faire quelque chose d'autre. On n'est pas obligé de restaurer un château pour le remettre à la gloire d'une France d'Ancien Régime et raconter l'histoire du beau duc qui y vivait, etc., etc. On va en faire autre chose, on va en faire un autre projet. Après, moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit au début, sur le vide financier, sur la baisse des subventions, parce que c'est, je pense, vraiment le cœur du problème. Nous, je représente une union de toutes petites associations. C'est des toutes petites associations dans des toutes petites communes ultra-rurales qui ont un budget de 3 francs 6 sous. Et évidemment, il y a quelques années, nos associations locales, elles sont contactées par des gens qui disent « Je suis la nuit du bien commun » et au miracle, vous n'aurez plus aucun effort à faire. Grâce à nous, on va vous donner plein d'argent et rassurez-vous, ça ne vous engage à rien. Vous venez à un petit événement, ça va être sympa, ça va être la fête, il y aura du champagne et vous repartirez avec un gros chèque. Les associations locales, membres de Rempart, qui tirent la langue, qui demandent des subventions, qui ne les obtiennent pas, qui les obtiennent de moins en moins, en toute bonne foi, il y en a qui se disent « mais génial, j'y vais ». Et là, c'est à nous, tête de réseau, de faire tout un travail d'éducation pour dire « mais non, vous n'y allez pas ». Vous n'y allez pas parce que c'est Pierre-Édouard Sterrin, parce que Pierre-Édouard Sterrin, c'est une idée c'est un mouvement complètement réactionnaire, qui est complètement et profondément opposé à toutes les valeurs que vous portez au quotidien en faisant un projet d'éducation populaire. Et c'est à la fois la difficulté, et en même temps, quelque part, c'est aussi le positif, parce que ça va nous obliger de plus en plus à avoir un positionnement politique de plus en plus fort. Donc, quelque part, moi, je ne vais pas dire merci Pierre-Édouard Sterrin, quand même pas, mais quelque part, il oblige Rempart à se positionner et à dire ben non, votre projet réactionnaire, nous on est exactement à l'opposé, chose qu'on ne faisait pas nécessairement il y a 5 ou 10 ans. Et là, par exemple, si on peut reprendre, un peu comprendre aussi qui sont ces acteurs et actrices derrière ces spectacles, derrière ces chantiers, peut-être vous qui vous êtes battus contre Murmure de la Cité, qui c'est ces personnes et notamment ce metteur en scène qui a mis en scène ce spectacle et comment ça se fait qu'il est aussi suivi par les pouvoirs publics?
pourrais pas apporter vraiment les réponses. Juste ce que je peux dire, c'est qu'il y a une part des fois qui avance masquée et une part qui avance des fois visage complètement découvert. Et là, par exemple, sans trop rentrer dans les détails, mais pour les Murmures de la Cité à Moulins, donc l'édition prochaine qui se prépare, ben, c'est pas sûr que c'est lieu, ou tout du moins dans la même ville, quoi. Parce que, par exemple, le musée du costume qui avait prêté les costumes ben, a un peu capté à quoi ils avaient prêté les costumes et ne sont pas forcément prêts à renouveler et tout. Et beaucoup de partenaires sur place qui sont un peu tombés dans le panneau en fait d'un grand spectacle historique qui aurait lieu dans l'été pour tout le monde et tout, grâce au travail journalistique qu'il y a pu avoir et au taf militant autour. A permis de faire tomber les masques et donc alors certaines personnes se retirent parce que veulent pas être associées à ça, on va dire parce que vraiment leurs valeurs sont pas là-dedans. D'autres le veulent pas parce que ne veulent pas être trop attachés à ça, même si leurs valeurs seraient un peu compatibles. Enfin, je veux dire, c'est pas si clair pourquoi chacune se retire. Mais en tout cas, là, c'est jamais si facile. Et là, par exemple, pour les Murmures de la Cité, c'est pas dit. Mais juste ce que je veux dire, c'est qu'après, là où c'est très compliqué, là, je vais prendre peut-être un autre exemple, c'est le spectacle Histo-Rock de Dimitri Casali. Qui a eu des thunes du bien commun pendant une année et puis qui est mis en scène donc par Dimitri Casali, prof d'histoire, on pourra en reparler, mais qui prône le roman national et fait des spectacles de rock, enfin ça s'appelle comme ça, Histoire de France, avec, je vous invite, la plupart de ces morceaux sont sur YouTube, ça fait énormément mal, mais il a un morceau à l'hommage de Louis XIV où il fait reprendre en chœur à tous les enfants de la salle, à moi les pleins pouvoirs, à moi les pleins pouvoirs, vous verrez, je vous le conseille. Et bref, ben là-dessus, je peux avoir sur deux exemples. Grâce au taf commun un peu qu'on a pu faire entre militants syndicalistes et journalistes, on a mis ça sur la table à Montrouge au mois de décembre et les profs et les parents d'élèves s'en sont saisis et ont fait annuler le spectacle. Donc c'est plutôt comme ça que ça s'est passé le relais. Après à Valence, là c'était en janvier, bah, ça a été beaucoup plus compliqué parce que c'était programmé par la mairie en tout public et même dans les personnes qui militaient, beaucoup ont eu peur de se positionner, de peur de se mettre à dos la mairie qui l'avait programmé. Donc en fait, en gros, il y a eu un on cautionne pas mais on se battra pas contre. Et on s'est aperçu qu'il y a des pouvoirs publics qui soutiennent, donc c'est pas que le privé, parce que là par exemple Histo-Rock c'était dans le théâtre municipal de la ville de Valence, programmé par les élus, et donc c'est dans des villes là où la droite réactionnaire est bien en place, elle se permet de programmer des spectacles et des œuvres là-dessus, et l'ensemble des travailleurs et les militants et tout se retrouvent face à des difficultés pour lutter quoi. Moi, je veux bien rajouter, j'ai cherché, parce que j'ai oublié le nom de la personne qui a mis en scène, tellement elle n'est pas importante pour moi et qu'elle ne devrait pas exister. Mais c'est juste pour peut-être essayer de répondre à pourquoi ce spectacle il peut exister, pourquoi il est aussi apprécié des institutions. Bah, comme le dit le camarade, les institutions à Valence, à Moulins, en fait, le fascisme est déjà installé dans les institutions publiques et ce n'est pas une menace, c'est une vraie réalité, donc de 1. Et aussi de 2, parce que ce genre de spectacles ont très bien compris peut-être l'écosystème de la culture. C'est que dans le théâtre subventionné, en tout cas le milieu que moi je connais, on nous demande d'avoir des actions avec les publics, en fait que ce soit un peu la théorie du ruissellement. Si on injecte de l'argent, il faut que ça touche à plusieurs publics. Il faut que ça touche à plusieurs institutions, donc il y a le musée des costumes, etc. Donc en fait, il y a toute une construction d'abord d'un réseau pour que quand le dossier arrive pour une subvention publique, il y ait déjà en place une nécessité que ce spectacle existe, parce que ce spectacle va donner du travail à tel secteur, tel secteur, tel secteur, dans l'ensemble du secteur culturel.
dans sa diversité. Donc, je pense que ça vient de là, c'est que peut-être que comme on l'a présenté, c'est des grandes fortunes qui arrivent et posent un chèque, c'est peut-être faux. C'est des grandes fortunes qui posent beaucoup de petits chèques et qui diversifient en fait le réseautage et qui donc deviennent un acteur majeur, même pour les institutions publiques qui ne peuvent pas à elles seules financer quelque chose d'aussi grand et qui pourrait du coup permettre à plein de gens de travailler, de se mettre en lumière, qui donnerait beaucoup de tourisme à la ville, etc. etc. Et peut-être pour rajouter un élément, puisque ça résonne aussi avec mon travail d'enquête, c'est que, comme tu l'expliquais, dans le milieu de la culture, on demande aux compagnies, aux institutions, etc., de se diversifier, c'est-à-dire d'avoir à la fois des subventions publiques et à la fois des mécènes. Et en fait, ce que moi, en tout cas, j'ai pu voir sur l'économie de ces spectacles, c'était que aussi ils passaient par des demandes de subventions qui n'étaient pas forcément des demandes de subventions à la DRAC et qui demandaient d'être... quand vous demandez une subvention à la DRAC, la compagnie va être rencontrée par une personne de la DRAC. Si elle a écrit mécénat privé, elle peut lui poser la question qui est ton mécène, etc. Alors que là, ils vont passer par des subventions régionales et les conseillers qui attribuent ces subventions, en fait, ils ont énormément de dossiers, ils vont pas forcément regarder chaque dossier précisément, ils vont pas non plus s'enquérir de la qualité artistique du dossier, c'est plus dans la question associative, qui ça va toucher, combien de bénévoles du village, parce que ça se passe quand même pas mal en milieu rural, vont participer, et donc va pas y avoir tant que ça une forme de contrôle. On va juste dire c'est bien, ça va créer de la cohésion sociale au sein de cette petite ville. Et on ne va pas chercher réellement qui finance à côté et qui met en scène. On va se dire c'est viable économiquement et ça profite à 1 millier de personnes, etc. Mais après, pour te donner la parole, William, c'est que aussi, en fait, derrière, en faisant ces enquêtes sur ces metteurs en scène et aussi sur les organismes, et tu nous en diras plus aussi, qui sont les organismes du patrimoine proche de l'extrême droite, c'est que en fait, ces metteurs en scène, c'est pas simplement un metteur en scène identitaire qui a envie de faire son petit spectacle de roman national. Derrière, on trouve des metteurs en scène qui organisent des séminaires proches d'Academia Christiana, qui est quand même un groupuscule d'extrême droite contre la République, et qui veut mettre en place un régime, en tout cas qui aspire à un régime autoritaire et raciste. On a aussi derrière, par exemple, la Dame de Pierre ou Corentin Stemler, un metteur en scène qui était invité notamment sur France Culture cet été pour débattre de cette question. C'est un homme qui a écrit pendant plus d'1 an dans le journal de l'Action française, qui est proche de l'Action française. On trouve dans ces associations des gens liés à l'Action française. Et pourquoi on retrouve ces groupuscules-là? Qu'est-ce qu'ils ont originellement, ils ont un lien avec l'histoire très fort. Oui, mais alors après, là, c'est une histoire un peu longue, en effet. En gros, depuis le début du XXe siècle, l'extrême droite, la vision, on va dire, fantasmée de l'histoire de l'extrême droite a été évacuée de l'université, à raison. Et en fait, ils ont, depuis l'Action française, donc depuis le début du XXe siècle, ils ont essayé de passer par, en gros, des biais, par des biais un peu différents pour faire passer leur discours sur le passé, notamment de la vulgarisation des livres grand public. Voilà, ça c'est une histoire un peu longue. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister, parce que il n'y a pas qu'un aspect politique dans cette histoire. Il y a un aspect économique qui est hyper fort. Pas que, en gros, des gens qui n'ont pas de boulot, etc. et tout. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils sont là pour faire du blé. Ils sont là pour faire de l'oseille, en fait. C'est pas que des militants. Là, le cas du Puy du Fou, il est central. C'est vraiment, et d'ailleurs, le Puy du Fou, De Villiers, c'est l'école Action française, c'est l'école, donc c'est l'école maurrassienne, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, imaginons par exemple, le Puy du Fou, à l'origine, c'est un château qui est en ruine. Imaginons que l'association Rempart le reprenne, le Puy du Fou, les repris.
Dans les années 70, hein, parce que Rempart, ça existe depuis à peu près cette époque-là, je crois que c'est 66, voilà. Donc, imaginons que Rempart, ce qu'aurait fait Rempart, l'assaut local, ils auraient retapé le château et puis ils auraient fait, voilà, expliquer le château, l'histoire du château, voilà, l'architecture et tout, quoi. Là, il y a un truc complètement... Et donc, ils auraient transformé cette ruine en patrimoine, mais le patrimoine, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous appartient collectivement, en fait. Et le but, c'est de comprendre l'histoire, en fait. C'est d'en faire un objet de culture. De culture populaire, en fait, hein, donc d'éducation populaire. Là, en fait, ce qui s'est passé avec le Puy du Fou, avec des fonds publics au passage, hein, parce que quand De Villiers a repris le château, il a eu le droit à un prêt du Conseil général. Le Conseil général, qui c'est qui était au Conseil général? C'était son père. Voilà, donc donc c'était pas un smicard qui a repris le Puy du Fou. Voilà, faut arrêter. Ce qui raconte ça en plus, hein, le mec il disait j'ai été pauvre. Enfin voilà, donc voilà, mais mon cul c'est du poulet. Mais le truc c'est que sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ce lieu-là en un lieu de business. Et c'est devenu un business. Et c'est devenu aujourd'hui une multinationale qui ne s'intéresse qu'au passé et au patrimoine que pour faire du blé. C'est ça le cœur du truc. Et pour faire passer un message politique. Et ce que fait ce terrain, c'est strictement la même chose. Le patrimoine, ils n'en ont rien à secouer en réalité. Le passé, ils n'en ont rien à secouer. Ils veulent imposer leur vision du passé pour faire passer un discours politico-présent et ils veulent aussi faire de l'oseille. C'est ça qui les intéresse, quoi. Et donc, leur discours du passé, il est complètement soluble dans l'ultralibéralisme actuel, quoi. Complètement soluble là-dedans, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas des militants, en fait, hein. C'est pas des gens qui sont là pour se sacrifier pour une cause. Ils sont là, ils reniflent la thune, quoi, en fait. Ils adorent ça, quoi. Et ça, ils ne supportent pas qu'on le dise. D'ailleurs, la seule fois en fait, où des gens ont dit que le Puy du Fou était là pour faire des profits, hein, les deux personnes qui ont dit ça dans une tribune du Monde, c'est moi et Christophe. Là, on a attaqué en justice par le Puy du Fou. Hein, oui, on s'est tapé 50 procédures en diffamation. On a gagné, on les a latées une fois en première instance et une seconde fois en appel. Ça fait du bien, mais... Merci beaucoup. Ça fait du bien, mais en même temps, ça fait 50 procédures, en fait. Ça veut dire, en gros, en fin de compte, que, imaginons, hein, si on prend le cas, imaginons, on serait face à un musée. Si on n'est pas d'accord avec le discours historique d'un musée, on peut protester publiquement. On est des citoyens, on a le droit de dire « ouais, moi, je ne suis pas d'accord, etc. » Le musée ne va pas vous attaquer en justice pour ça, quoi. Là, le fait que ces gens s'emparent du passé, ils le privatisent, en fait. Ils le privatisent pour eux. Hein, c'est des gens puissants qui s'accaparent. Ils s'accaparent le présent avec leurs médias et avec ça, ils s'accaparent le passé, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on n'est pas d'accord avec eux, ils disent pas bah, « écoutez, tant pis pour vous », eh ben, ils vous attaquent en justice. C'est ça qui nous pend au nez, quoi. Il faut bien comprendre en fait, le danger que représentent ces gens-là, quoi. Donc, et en effet, ce qui se passe, c'est que vu que vous avez des camarades, des collègues en fait, qui ont besoin de bouffer, au bout d'un moment, bah, s'il n'y a que ça, bah, ils font quoi? Ils vont à l'usine ou enfin, voilà. Donc là, il faut que la réponse, en fait, on parlera des réponses après, mais une des réponses, c'est qu'il faut aussi que les pouvoirs publics comprennent que ces gens-là sont dangereux et il faut les briser. Il faut les briser. Voilà. On est face à des trusts, hein, des gens qui veulent se créer le Puy du Fou, c'est une espèce de trust. Hein, et ben, il faut faire des lois anti-trust. Il faut faire une loi anti-Puy du Fou et pas faire un Puy du Fou de gauche. Voilà, on en reparlera après si vous voulez. Ça, et peut-être aussi pour faire le lien avec le patrimoine, parce qu'on a parlé de Philippe de Villiers, du Puy du Fou, de là ces différents metteurs en scène proches de l'Action française ou d'Academia Christiana, mais dans le secteur du patrimoine, c'est qui ces groupes, qui sont les groupes contre lesquels... Rempart s'oppose et économiquement, en quoi le patrimoine leur est profitable? Effectivement, la question de l'économie, elle est vachement intéressante. Pour nous, il y a un truc qui est super important, c'est qu'on ne va pas intervenir sur du patrimoine privé. On va intervenir sur un patrimoine qui va être géré de manière durable, au moins 25, 30, 99 ans par une association qui mène un projet associatif. On est toujours contacté régulièrement par des propriétaires privés, de grands monuments, de petits monuments, mon manoir tombe en ruine, faites vite venir des bénévoles. Et à chaque fois, on leur dit oui, pas de problème, trouvez une association locale, signez un bail amphithéotique de 99 ans, donnez les clés, acceptez qu'on va y mener un projet associatif dedans. Généralement, quand on a déjà dit ça, le propriétaire privé il est déjà parti, la conversation elle s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des acteurs qu'on a vus apparaître il y a 4-5 ans, notamment
une structure qui s'appelle Arcade, qui, elle, répond exactement à ça. C'est-à-dire que Arcade, ils organisent même pas vraiment des chantiers. Ils envoient des gens intervenir sur des monuments privés au bénéfice des propriétaires privés, qui évidemment, c'est tout bénef pour eux d'accueillir ça. Pour nous, on se pose la question, peut-être que je vais me prendre un procès en disant ça, mais tant pis. Nous, on se pose quand même un peu la question du bénévolat comme ça au service de personnes privées. Est-ce que ça reste encore du bénévolat ou est-ce qu'on arrive déjà à la limite du travail dissimulé ? J'ai dit ça, je pense que j'ai dit un peu ce que j'en pensais. Mais oui, donc Arcade, clairement, mais eux, ils avancent plus ou moins masqués. Alors, évidemment, si on est connaisseuse, connaisseur, si vous allez sur leurs réseaux sociaux, vous voyez les codes, vous avez compris, vous avez l'impression que les mecs, ils sont sortis d'un banquet du canon français pour ensuite aller restaurer un château, quoi. C'est les mêmes, hein. Et en même temps, ils se camouflent. C'est-à-dire que nous, il nous est arrivé de les rencontrer, de discuter entre guillemets avec eux, et quand on leur dit, mais attendez, vos liens avec ce terrain, non, mais on le connaît à peine. Attends, on le connaît à peine. Rappelle-moi l'adresse de vos bureaux, c'est pas dans la maison du bien commun ? Oui, mais non, ils sont pas au même étage. Enfin, on les croise parfois dans l'ascenseur. Ouais, bah voyons. Donc non, enfin, mais effectivement, ils n'assument pas, en tout cas, ils n'assument pas clairement de dire oui, nous, on est le bras armé de ce terrain sur le patrimoine. Nous, on le dit, c'est le bras armé de ce terrain sur le patrimoine. Et d'ailleurs, la question économique est très liée à la question aussi du bénévolat, parce qu'on parlait des travailleuses de la culture, mais que ce soit sur ces chantiers patrimoniaux pour des demeures privées ou que ce soit ces spectacles, et aussi du système économique du Puy du Fou, c'est des centaines et des centaines de bénévoles qui vont être figurantes sur les spectacles, travailler sur ces chantiers, mais également sur les spectacles, faire la billetterie, vendre la bière, vendre les bouteilles de vin du châtelain qui accueille le spectacle et qui est aussi vigneron, vont créer des coloriages, des épées de bois gratuitement et les faire vendre pour ces mêmes vignerons 5 ou 10 euros. Et du coup, voilà, il y a toute cette question du bénévolat et aussi de comment ça peut aussi mettre à mal à la fin les travailleurs et travailleurs de la culture. Oui, complètement, parce que comme tu disais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de travail et il faut au bout d'un moment manger, donner à manger à ses enfants. Honnêtement, moi je veux mettre vraiment en lumière le fait que la plupart des camarades, pour l'instant, se mettent en danger, dans une énorme précarité, en refusant que l'extrême droite s'empare des lieux de travail. Donc là, vraiment, bravo à tous les camarades qui font grève et qui refusent et qui bloquent les lieux de travail. Mais en effet, la culture, il y a tout cet imaginaire que c'est des métiers de passion ou c'est des choses que tout le monde peut faire et donc qui peut très vite être remplacé par du bénévolat. Et donc l'extrême droite aussi est en train de changer énormément l'écosystème de la culture en passant par du travail bénévole et en se nourrissant de ce truc de la culture, c'est création de liens, c'est un événement exceptionnel, magique au sein d'un village où il ne se passe rien d'habitude, qui peut enrichir justement les commerces locaux. Et donc, forcément, pour nous, ça nous met en danger, mais ça nous met en danger parce qu'on résiste encore. Donc, on va trouver les moyens de résister après, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on peut là enchaîner sur les moyens de résister, que ce soit vous du côté des travailleurs, travailleuses, quels sont les leviers possibles sans forcément se mettre en danger, mais collectivement. Et après, du côté des associations, mais aussi des historiens, historiennes, voilà, quels sont les moyens de résistance face à cette bataille culturelle menée par l'extrême droite de ces restis historiques. Et est-ce que, du coup, comme le dit François Ruffin ou d'autres historiens, il faut faire un Puy du Fou de gauche? Alors, ça y est, c'est l'heure de Ruffin. Les pauvres, les oreilles qui sifflent. Donc, non, mais après, pas de... Voilà, donc... pas pour... Bon, en effet, il a proposé ça. Alors, c'est intéressant, parce qu'en fait, quand il a proposé ça, il y a 10 jours...
juste avant d'annoncer donc sa candidature pour la présidentielle. En fait, c'est marrant parce que dans son intervention, jamais, dans le petit passage qui pourrait l'écouter, hein, c'est intéressant, jamais il parle des professionnels de l'histoire ou de la culture, quoi, en fait, voilà, quoi. Jamais il en parle, quoi, en fait, hein. Donc j'ai l'impression qu'il a sorti ça de sa pochette surprise, il fait oh, bah, c'est une super idée. Genre, non, voilà, donc, bon, déjà il y a un premier problème, quoi, en fait, hein. Et on combat pas, là en tant qu'historien, je réponds, on ne combat pas, hein. C'est comme dire on va combattre de la désinformation, donc un roman historique, voilà, ou un roman national, en fait, hein, donc un roman national identitaire, on va le combattre en faisant exactement la même chose, hein. On combat pas. J'ai dit ça quand on avait fait l'émission au poste, hein. C'est un peu comme dire, on va combattre les gens qui sont des platistes, hein, en disant en gros, non mais la Terre, elle est pas plate, en fait, elle est cubique, en fait, hein, voilà. Donc non. Ce dont a besoin les gens, en fait, hein, je pense, hein, c'est un discours rationnel, c'est des faits, c'est de rétablir les faits. On n'est pas dans le fantasme, en fait, quand on parle du passé, c'est tout bêtement d'éducation populaire, en fait, hein. Et je pense sincèrement que si on en donne au public, si on donne les moyens à cette vulgarisation d'exister, et vulgarisation qui peut prendre plein de formes, y compris des formes rigolotes, en fait, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je fais de la vulgarisation dans des fêtes médiévales, ça ne me dérange pas, hein. Je fais des conférences à côté des gens qui sont déguisés en elfes, j'en ai rien à foutre, en fait, hein. Ça ne me pose aucun problème. Bon, vous ne me ferez pas déguiser en elfe, voilà, mais bon, mais voilà, donc, sauf si je suis un peu sous, mais bon, voilà, mais le truc, c'est que, qui c'est qui a rigolé, donc, non, mais sincèrement, voilà, ça me pose aucun problème, mais il faut les moyens pour ça, et je pense sincèrement que quand on le fait, et ça, tu pourras en témoigner aussi, quand on apporte aux gens de la qualité, ils sont contents qu'en fait, il n'y a aucun problème. Voilà. Je pense qu'en disant, en gros, il faut un roman national de gauche, et on prend les gens pour des crétins, encore une fois, qui il faut servir, en fait, il faut servir du McDo culturel. Ben non, en fait, non. Voilà, ça c'est une première réponse. Et la deuxième réponse, bah, c'est multiplier les lieux de vulgarisation, mais aussi c'est d'exiger, en fait, hein. Alors bon, voilà, donc d'exiger, en fait, en soutien avec les travailleurs et les travailleuses, en fait, des milieux de la culture et du patrimoine, d'exiger qu'il y ait un véritable service public de la culture, un véritable service public de la vulgarisation, avec des moyens. Et les moyens, c'est simple. On prend ce terrain, on le vide de ses sous, et on injecte ça dans la culture. C'est quand même pas compliqué, quand même, bordel de foutre. Donc voilà, c'est de réalité, quoi, en fait, hein. Pas que ce terrain aussi, on peut passer par Bernard Arnault, la totale, en fait, hein. Et le Puy du Fou aussi. Voilà. Donc nationalisons le Puy du Fou, très bien, voilà, ça c'est voilà. Non mais sincèrement, c'est ça je pense le cœur du truc, quoi, en fait, hein. Donc et ça c'est le type de revendication qu'il faut porter. Ouais, moi je me reconnais complètement dans ce que tu dis. Évidemment, pour moi la réponse, c'est de faire de l'éducation populaire. La réponse, c'est effectivement, c'est de continuer à mener nos projets parce qu'on est persuadé de leurs valeurs. C'est aussi pour ça ce que je disais tout à l'heure, aussi pour ça que je suis content d'être ici, c'est aussi d'affirmer de plus en plus nos valeurs et d'affirmer qu'on ne fait pas la même chose, d'affirmer que ben non, Arcade, c'est pas la même chose que Rempart, parce que ça. Et ça, il faut qu'on continue vraiment à le dire. Ouais, j'ajoute un truc au passage, j'en ai assez de dire qu'on pense à la défense du patrimoine, c'est un truc de droite. Un des plus grands défenseurs du patrimoine dans l'histoire de France, c'est Victor Hugo. Voilà, donc à l'époque, Victor Hugo, quand il était assez âgé, hein, donc pas au début où il était royaliste, hein, c'est à l'époque où il était très à gauche, et c'était quelque chose de gauche, en fait. Voilà, pour lui, c'était une valeur de gauche de défendre, en fait, un passé, notamment un passé populaire qui est en train de disparaître, quoi, en fait, voilà. Donc la défense du patrimoine, c'est aussi un truc de gauche. Et puis de le réinventer, c'est-à-dire que moi, face à Marine Le Pen qui nous parle d'une culture pétrifiée, horreur, la culture pétrifiée, ben non, moi je parle d'un patrimoine vivant et d'un patrimoine qu'on construit et qu'on continue à construire pour l'avenir. Donc ça, voilà, ça c'est clairement la réponse. Après, je suis super inquiet. Je suis hyper inquiet parce que les toutes petites associations locales de la ruralité, au mois de mars, si elles font face à un changement de municipalité qui passe à l'extrême droite, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Et moi, j'ai des présidentes et des présidents d'associations locales qui sont déjà en train de se dire, bon, comment je vais faire? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que j'essaye de trouver d'autres types de financement? Et puis, si ça se trouve, la mairie va me dire, ben non, en fait, l'accès à ton château, ben, je te le ferme. C'est fini. Au revoir. Donc, je pense qu'on est quand même hyper inquiet par rapport à ça.
C'est pour ça que d'ailleurs, pour nuancer, moi, c'est pas une question sur laquelle je me suis penchée, le service public de la culture, mais en soi, c'est intéressant, mais en soi, si ça entrait dans un monde où il y a Marine Le Pen au pouvoir et qui a une vision de la culture sur le patrimoine, en fait, sa vision de la culture, c'est juste le patrimoine et qu'elle appelle, comme le disait Dan, la culture pétrifiée, est-ce que le service public de la culture, c'est la solution? Question piège. Donc, en effet, est-ce que créer un outil public qui pourrait servir d'arme à l'extrême droite une fois qu'elle serait au pouvoir, c'est trop risqué? Sûrement. Après, je pense, vu le programme de l'extrême droite, il n'y aura pas de service public de la culture. Or, mais pour de vrai, en fait, le fascisme, c'est du capitalisme exacerbé, et donc c'est une culture privatisée, privée, 100%. Nous, on demande dans le service public de la culture, c'est une culture qui a les capacités, les moyens matériels d'être plurielle et d'être diverse, et d'être petite, en fait, d'être un écosystème de petites cultures. Donc, je sais pas, j'avoue, pour répondre à cette question. Mais c'est une très bonne question, en effet. Je pense que du coup, le moyen de résistance, il sera différent. S'il y a un vrai service public de la culture fasciste, raciste, et qui utilise les moyens, comme par exemple la police, qui utilise de l'argent public contre son propre peuple, il y a toujours des moyens de résister à ce genre de répression. Mais du coup, ça serait plutôt changer notre façon de résister. Mais peut-être pour répondre à la première question, comment on résiste, moi j'apprends encore, mais d'un point de vue syndicaliste, du coup, déjà syndiquez-vous. Parce que pour moi, ce que j'ai appris en me syndiquant, c'est que la bataille culturelle, ça ne sert à rien de parler de bataille culturelle si on ne parle pas des batailles qui se mènent concrètement dans la réalité des lieux culturels. C'est que la bataille culturelle, ce sont les camarades qui font grève, qui bloquent, qui occupent des espaces, parce que si la nuit du bien commun ne peut pas avoir lieu, elle n'a pas lieu, et donc il n'y a pas cette création de liens, et donc il n'y a pas cette diffusion de cette idéologie, etc. Juste pour te couper, rappeler ce qu'est la nuit du bien commun pour les personnes qui sont ici et qui ne connaîtraient pas. Du coup, c'est un gala de charité qui est organisé depuis 2017 dans plein de villes de France tous les ans, et où en fait vous avez énormément de personnes fortunées qui viennent assister à un show où il y a des associations pendant 5 minutes triées sur le volet par un jury lié à ce terrain qui choisit quelle association selon quelle valeur elle promeut, si elles ont le droit de se présenter à la nuit du bien commun, et les gens leur donnent des dons au sein de ces galas. Voilà. C'est ça. Et donc, ces nuits du bien commun ont lieu chez Bolloré, chez d'autres fortunes d'extrême droite qui créent un entre-soi. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est résister, c'est se saisir des outils qui permettent une vraie bataille culturelle, parce que la bataille culturelle, certes, elle est idéologique, mais elle est matérielle. C'est parce que nous, on a un espace où on peut se réunir, qu'on peut discuter de tout ça et questionner justement nos moyens de résistance, et donc s'améliorer et s'organiser politiquement. C'est parce que ces lieux existent et ils se tiennent et ils s'organisent qu'on peut résister. Donc, pour commencer, je dirais ça. C'est trouver ce qui existe dans la vraie vie et concrètement comme moyen de résistance, et ça commence par un lieu, ça commence par des diffusions d'informations, la lutte contre la désinformation active, et donc donner de l'argent à des médias indépendants, et profiter justement des syndicats comme outil de lutte concrète dans le terrain, parce que le capitalisme, c'est de l'exploitation, et donc en tant que travailleurs, travailleuses, on a aussi une certaine force politique, et les syndicats mettent en lumière cette force-là et permettent une organisation collective qui empêche l'extrême droite de s'emparer complètement du secteur culturel. Et je me suis perdue, mais je pense que c'est ça. Du coup, vous avez notamment réussi à bloquer une nuit du bien commun. Ouais. C'était un peu sur ça que je voulais revenir, sur le fait que, au début de ta question, il y avait comment réagir
en prenant le minimum de risques. Bon, je crois qu'on ne peut jamais prendre un minimum de risques parce que nous, on le voit déjà. Déjà, les permanents et les permanentes de lieux culturels, des fois, on a envie de dire profitez de votre CDI pour arriver à soutenir les actions qu'il peut y avoir et tout. Mais même quand ils le font, des fois, ils peuvent se retrouver avec des cabales de harcèlement et d'être harcelés dans leur vie personnelle, avec des menaces de mort vis-à-vis de l'extrême droite et tout. Mais alors, raison de plus en tant qu'intermittent et intermittente, déjà, quand on ouvre notre gueule parce qu'on veut un ticket resto un peu plus cher, on risque de ne pas être réembauché la fois d'après. Mais alors, raison de plus, quand on lutte contre l'extrême droite, on risque encore moins d'être embauché les fois d'après. Et pour le dire à tout le monde, on est quand même dans un secteur avec l'intermittence, où très souvent, qui a fonction de DRH, qui fait les équipes. Les entreprises, elles s'en dédouanent. C'est beaucoup des chefs de poste, des régisseurs généraux ou alors des bookers qui choisissent des équipes. Et il y a énormément de discrimination au moment de ce bookage parce que si un spectacle demande 30 techniciennes, techniciens et être sûr que dans ce panel, il n'y ait pas de gauchiste ou qu'il n'y ait pas de telle personne, les gens ils font le tri avant et ils embauchent pour que tout puisse bien se passer, quoi. Donc des risques, on en prend tout le temps. Mais oui, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ce qu'on a fait à la nuit du bien commun d'Aix, où on a pu faire grève, ça a pu montrer qu'en fait, on était 8 rods. Donc les rods, c'est quand on décharge les camions et qu'on installe, qu'on aide à installer les techniciennes, techniciens. À 8 rods, sur une équipe d'une vingtaine de personnes, on a au départ fait retarder le montage au maximum. Et puis au bout d'un moment, on a occupé la scène en revendiquant que c'était notre lieu de travail et on est arrivé à faire annuler les lieux du bien commun. Bon, pour le dire, on ne saura jamais vraiment beaucoup les vraies raisons en fait de l'annulation du dernier moment parce que ça s'est joué aux 10 dernières minutes. On pense que le lieu et les organisateurs ne voulaient pas d'image de la police qui prennent des techniciennes et techniciens allongés sur un plateau d'une salle de musique actuelle pour être enlevés, parce que les forces de l'ordre sont rentrées 3 fois dans le lieu, on a eu les médiateurs des directions territoriales, etc., pour nous demander de partir, et il a fallu qu'on refuse jusqu'au moment où on se concertait, savoir qui allait prendre les vidéos, qui restait, et on a tenu, et c'est là que ça a réussi, mais ça a réussi aussi parce que devant la salle, nous on mettait la pression sur le plateau, mais devant la salle, il y avait 200 à 300 personnes parce qu'il y avait une intersyndicale très large, parce qu'il y avait tous les groupes antifascistes d'Aix-Marseille qui étaient là, parce qu'il y avait toutes les associations et les collectifs de terrain du planning familial à plein de choses d'éducation populaire qui étaient là. Et donc il y avait un gros rassemblement dehors et l'organisation était prise en étau entre l'intérieur et l'extérieur. Donc nous on pense, peut-être on se trompe, mais que c'est la multitude qui a fait la force et que c'est grâce à ça qu'on a gagné à ce moment-là et qu'on est arrivé à le faire annuler. Mais on voulait quand même remettre sur la table que des fois il suffit d'être 3-4 complètement déterminés, peu importe nos postes, peu importe si les chefs sont pas avec nous, peu importe si on est n'importe où, de prendre le risque de se griller avec une boîte et faire la grève, on peut faire péter des événements, quoi. Donc ça c'est la grève. Après, nous on défend le fait que l'action directe c'est quelque chose qu'on revendique, et donc en gros à des moments en fait c'est à nous de nous organiser intelligemment pour prendre le moins de risques possible, mais ça c'est pareil en fait. On travaille avec ces outils en fait. C'est nous qui avons le Manitou et qui montons les décors. C'est nous qui avons les amplis reliés au réseau. C'est nous qui avons les moyens en fait de pouvoir les couper aussi à tout moment. Et ça se fait pas tout seul, isolé dans son coin en kamikaze. Ça se fait avec une organisation au moins baquée derrière pour arriver à avoir un soutien moral. Et qui plus est juridique, c'est bien aussi, pour pouvoir se dire comment on y va, quoi. Donc ça, c'est la deuxième truc. Et la troisième, c'est le fait de, ensemble, entre journalistes et syndicalistes, faire, comme je le disais pour Historique, faire lanceur d'alerte.
parce qu'en fait c'est quand on est dans les mains dans le cambouis qu'on sait qu'il y a tel spectacle qui se prépare et que ça va être à telle date, et qu'en fait si on arrive à faire le bon communiqué au bon moment, l'envoyer aux bonnes personnes, et ben ça peut faire effet boule de neige, et ça peut faire annuler ou chahuter et mettre des petits grains. Et juste que pour finir, ce que j'allais dire, c'est qu'on dit souvent que le monde de la culture, on est tous ensemble, etc. On doit aller, machin. Mais là-dessus, sur ces questions-là, moi je pense que les patrons des lieux de spectacle et de compagnie doivent se réveiller et saisir l'ampleur. Et à un moment, arrêter de laisser les techniciennes, les techniciens, les travailleuses, les travailleurs du bas partir à la cartouche, faire des manifs, faire des actions. Prenez vos responsabilités et affirmez une position claire face à l'extrême droite, une position claire face aux baisses de financement, parce que vos lieux, s'ils coulent dans 2 ans, ils seront rachetés par Bolloré. Il a déjà toutes les salles de spectacle en Afrique. Il est prêt à racheter tous les lieux subventionnés que vous voulez en France pour en faire des millions des spectacles. Donc c'était juste pour dire, les patrons et les patronnes, même quand vous dites vous êtes de gauche, on est tous ensemble, réveillez-vous et battez-vous un peu. Et peut-être pour ajouter sur la question de Vincent Bolloré, parce qu'on a parlé beaucoup de Pierre-Édouard Sterrin, mais sur la question de Vincent Bolloré et notamment du cinéma, parce que là on a aussi parlé beaucoup du spectacle vivant et du patrimoine, mais la question aussi se pose dans le cinéma, où l'un des plus gros financeurs privés du cinéma c'est Canal, et donc Vincent Bolloré, et que là aussi récemment il a racheté UGC, dont il va devenir l'actionnaire principal dans 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement, et du coup avoir une mainmise sur la production des films, de leur production à leur diffusion, et donc ça peut également totalement avoir des conséquences sur la production cinématographique, et où la question de l'intermittence se pose, des travailleurs et travailleuses de la culture intermittentes se pose également. Et aussi, on a l'impression, de manière contre-intuitive, que le milieu de la culture n'est pas un milieu d'extrême droite, mais un milieu de gauche, que ce soit les travailleurs, travailleuses ou les patrons, patronnes. Mais la question, c'est qu'il y a, en tout cas du côté de ces milliardaires-là, réellement une volonté d'offensive et de bataille culturelle. Enfin, ils en parlent, ils reprennent des concepts de Gramsci. Il y a Pierre-Édouard Sterrin qui a notamment dit, affirmé dans une tribune du Figaro, que l'argent qui mettait dans le plan Périclès, c'était contre la fabrique des cerveaux de gauche, et qu'il y avait que le monde de la culture était essentiellement composé de metteurs et metteurs en scène de gauche, et qu'il fallait une contre-attaque de la droite et de l'extrême droite, et que voilà, il y a une organisation derrière, et il y a la création de masters dans des instituts catholiques d'histoire vivante pour apprendre le métier de metteur en scène du passé et réussir à avoir des subventions publiques et de l'argent privé. Donc il y a des organisations derrière. Ouais, ce thème-là dont on parlait tout à l'heure, en fait, il est passé par là, en fait, il est passé par le Puy du Fou et tout, donc ouais, tout à fait. Non, mais je sais pas, on peut peut-être passer aux questions au public, ouais, ça pourrait être... Si jamais il y a des questions. J'arrive. On va faire une petite musique d'attente pour... Oui. Merci beaucoup les camarades. Juste une question un peu bête, mais c'était un sujet d'actualité. Ce matin, Le Monde a fait un papier un peu nul sur les néo-châtelains, ils ont appelé ça. Genre les nouveaux bourges qui reprennent des vieux châteaux et on les retape et vivent dans la misère en attendant que ce soit tout neuf. Est-ce que vous, travailleurs, travailleuses et aussi experts sur la culture, vous avez des retours sur ces nouveaux acteurs, que ce soit dans les territoires ruraux ou moins ruraux aussi d'ailleurs, sur comment ils procèdent? Est-ce qu'ils sont sociologiquement ou idéologiquement particulièrement de droite ou pas?
Et est-ce qu'ils ont des liens éventuellement soit de solidarité, soit au contraire de haine avec les travailleuses de la culture? Mais non, il y a un point. Là, moi, je pourrais pas te répondre. En fait, moi, cet article, je l'ai pas lu. Mais il y a un autre point qu'il faudra aborder, c'est aussi la question du mécénat. C'est qu'en fait, on va prendre les châteaux. Là, voilà, il faudrait voir au cas par cas. En fait, hein, donc, mais par exemple, on va prendre un cas plus connu, c'est Notre-Dame. Hein, Notre-Dame, donc, a voilà, brûlé en partie et qui a été rebâti. En fait, hein, voilà, donc, et notamment avec des soutiens. En fait, le soutien financier de Bernard Arnault, hein, qui a dit tout de suite je mets 200 ou 300 millions, je sais plus. Voilà, donc, mais sauf que ce qui n'est pas dit derrière, c'est que ça lui permet d'avoir des ristournes par rapport à ses impôts. Ça, en fait, hein, voilà. Non seulement ça lui permet d'avoir des ristournes par rapport à ses impôts, mais ça lui permet de jouer le grand seigneur en disant vous avez vu, moi je donne des sous pour Notre-Dame, quoi, en fait, hein. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que ce monsieur, on le prend, on le taxe beaucoup plus lourdement, et donc là, on l'injecte directement dans la culture. Parce que pourquoi, c'est quoi l'effet en fait? C'est quoi? On va se dire, c'est pas en fin de compte. Mais ce qui s'est passé, il faut revenir un tout petit peu. Donc Notre-Dame, ça a cramé en 2018. Hein, donc l'incendie, voilà, qui était terrible en fait. Hein, donc ça a brûlé en 2018. Bernard Arnault s'est élevé en disant voilà, oui, pas de problème, je mets des sous, etc. Et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un petit fast-forward, comme on dit, quoi, en fait. En 2024, aux Jeux Olympiques, vous avez eu le spectacle hein, donc de Thomas Joly qui a été acclamé, etc. Et tout. Ah, vous avez vu, voilà, qui était conseillé par Patrick Boucheron, qui est l'historien Télérama, voilà. Donc, et donc, le truc, c'est que si vous regardez bien le spectacle, vous avez tout un passage sur Notre-Dame. Hein, et si vous regardez bien, dans ce passage sur Notre-Dame, il y a une pub pour LVMH. Voilà. Alors, Patrick Boucheron, l'historien de gauche, il laisse passer ça. Voilà, c'est ça le problème, quoi, en fait. Quand on laisse des gens comme ça s'immiscer dans la culture et le patrimoine, ça en vient à ça, quoi. C'est que le patrimoine devient juste un objet de publicité. C'est tout. C'est ça le problème, quoi. Alors qu'en fait, Notre-Dame, évidemment, il n'y a aucun problème pour que ce soit reconstruit, en fait, hein, mais pas avec les sous des milliardaires, ou alors les sous qu'on leur aurait taxés et qui sont injectés par l'État. Ou, alors après, pour te répondre sur la question du service public de la culture, moi, je ne vois pas ça comme un truc centralisé qui vient du haut, en fait, hein. Évidemment, il faut que ce soit un truc décentralisé, en lien avec des acteurs locaux, avec les populations, avec des experts qui vont intervenir, mais c'est pas un truc, voilà, c'est ça, on va dire, limite, c'est en effet, c'est la vision de l'extrême droite, donc ils vont dire, on va imposer un discours de haut. Nous, les historiens ont travaillé largement sur les questions de mémoire locale, etc. Et tout. Voilà, évidemment, il faut écouter ces mémoires locales. Il faut évidemment, dans le débat précédent, il parlait notamment des danses basques. En fait, voilà, évidemment, c'est une demande locale. Pourquoi ça pose aucun problème de faire ça, quoi. Hein, mais ça peut pas être, tout peut pas venir de Paris, quoi, en fait, hein. Et ça, pour le coup, l'extrême droite, hein, ils disent on défend les régions, etc. C'est pareil, hein, mais non, pas du tout, en fait, hein. Eux, c'est vraiment des parigos, en fait, hein. Ils ont vraiment un point de vue hyper surplombant, quoi, en fait, hein, voilà. Donc voilà, désolé, j'ai pas répondu sur l'histoire du monde, mais ça m'a permis de rebondir sur d'autres trucs. Moi, je n'ai pas de réponse d'un point de vue syndical. J'ai pas la réponse, je suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais vous demander votre avis si, selon vous, il y avait un moyen de lutte au sein du cinéma, parce que tu en parlais tout à l'heure. Moi, je suis technicienne dans les décors de ciné, et justement, face à ce constat de Bolloré, le premier financeur, en plus, souvent, moi, j'arrive à un stade où, de la création du projet où le truc est bien en place, et j'ai l'impression que mon seul moyen d'action, ce serait juste démissionner, auquel cas, il y aura quelqu'un d'autre. Et enfin, moi, j'arrive à un endroit où je me dis, il faut juste changer de taf, en fait. C'est une industrie qui est juste pourrie, mais du coup, on le laisse au FAF. Que faire? Avez-vous des idées? Je peux juste sur une partie, sur le fait de dire qu'en effet, nous, on a pas mal de camarades qui bossent dans le ciné. C'est très très dur sur le fait que c'est pas dans le même temps, quoi, qu'avec le spectacle vivant, il y a moyen de se rassembler le matin et décider un truc et le faire sauter le soir. Ça peut être réactif, etc. Et on a plein
de sollicitations de travail qui sont sur des temps très courts de 2-3 jours, alors que dans le cinéma, tu signes pour un tournage, tu en as pour 4 mois, et c'est bien en amont, donc c'est très très dur. Non, je pense qu'on est au point zéro et qu'il faut lancer des discussions et qu'en effet, les discussions, elles n'ont pas eu lieu au moment du rachat de Bolloré sur Canal. Les syndicats du parti média ont pris ça en charge et il y a eu des frondes, des démissions communes, etc. Le milieu du cinéma et les syndicats dans le monde du cinéma se sont pas saisis de ça. Et c'est que maintenant qu'on se retrouve à en parler. Donc moi, j'ai pas dit du tout de réponse, mais juste faut qu'on en parle pour trouver quoi faire face à ça. C'est une question super intéressante et malheureusement, je n'ai pas de réponse précise. Après, j'ai bien aimé ce qui a été dit à la première table ronde de la part du camarade de Grunt. On est en pleine résistance, donc d'abord réagissons et ensuite on construit. Là, malheureusement, en effet, le cinéma est tellement gangréné que c'est une production presque fascisante d'œuvres d'art, en France en tout cas. Donc, ne serait-ce que de questionner les moyens d'action très matériels, très concrets, donc peut-être pas démissionner, mais juste d'occuper les espaces et en se syndiquant pour être protégé, j'insiste sur ça aussi, le syndicalisme c'est aussi une protection dans les lieux de travail. On peut trouver des façons de s'organiser collectivement sur les plateaux de cinéma pour peut-être empêcher quelque chose ou pas. En se syndiquant aussi, plus on est syndiqué, plus on est représentatif dans les négociations avec l'État pour les conventions collectives. Et donc, plus on peut porter une parole de la base et des travailleurs et travailleuses. Donc, moi, je commencerai par comment, dans le cinéma, parce qu'en effet, je pense que ce qu'il y a de plus dangereux et qu'a réussi l'industrie du cinéma, c'est d'isoler les travailleurs et travailleuses de par la pluralité de statuts, que ce soit entrepreneureuses ou intermittentes du spectacle. Donc de trouver comment, au sein du plateau même, donc encore une fois de revenir à la matérialité concrète de travail et de production, comment on peut s'organiser collectivement, parce que seul, on n'arrivera à rien, malheureusement. Mais sinon, j'ai pas d'idée, je suis désolée. J'ai plus. Si. Et comme sur la question du cinéma, moi je pense que, faut vraiment aussi en reparler avec. Donc il y en a, je pense beaucoup qui connaissent, mais il y a le collectif des Bordons-Bolloré qui a été créé surtout sur les métiers du livre et sur l'ampleur dans les métiers du livre. Et ce qui se passe dans le cinéma avec Bolloré est assez proche en fait avec le milieu du livre, quoi. Parce que l'hégémonie est très très large, mais par exemple, justement la manière dont, pour pas rentrer dans les détails, mais dans un film, une boîte de prod, elle peut être indépendante et elle va demander des thunes à Canal qui est financeur majoritaire, mais quand on bosse pour telle boîte de prod, on sait que son contenu, il va être par exemple un peu carré, on se dit bah ça va, je veux bien bosser avec cette boîte de prod, mais en fait c'est financement, bref. Et ça c'est un peu pareil dans le métier d'édition, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, Bolloré, il a pu acheter plein de maisons d'édition, mais c'est pas la même ligne éditoriale qu'il va y avoir à la découverte ou dans un autre endroit en fait, parce qu'il reste encore des gens en interne qui défendent des lignes éditoriales. Donc après il peut y avoir le gros débat de oui mais ils sont à la caution, etc. Mais en tout cas ça se ressemble un peu des fois les cas de conscience qu'on peut avoir, et je pense que le syndicat c'est un endroit où on peut en parler, et les collectifs politiques tels que des Bordons-Bolloré par exemple sur cette question-là, c'est aussi des endroits où on peut en parler et tout du moins échanger avec nos questions. Et nous ce qu'on dit souvent c'est qu'en fait tenir la ligne face à l'extrême droite c'est quelque chose, nous on n'a pas envie que ce soit des lignes individuelles, quoi. Tenir la ligne face à l'extrême droite c'est quelque chose qu'il faut faire collectivement, il faut que tous ensemble on arrive à tenir la ligne, mais pour ça il faut donc qu'on en parle, et c'est pas toi tu le fais bien, toi tu le fais mal, etc. C'est comment on développe une ligne. Oui, tout à fait, je voulais rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis par rapport à l'économie du cinéma et le fait que oui,
les gens ne travaillent pas directement pour Bolloré et que en plus, au sein de cette économie-là, tu peux recevoir de l'argent de Canal+, mais pour faire un film qui est progressiste par ailleurs. Donc en fait, il y a aussi tous ces paradoxes qui rentrent en jeu, mais aussi dans la question du secteur du cinéma, il y a la question des actions, comme vous le disiez, genre sur le plateau, mais il y a aussi un questionnement qui peut aussi se poser, en tout cas au niveau des exploitants-exploitantes, puisqu'il y a aussi des œuvres qui ont été directement financées par Pierre-Édouard Sterrin et par Bolloré, notamment Sacré-Cœur, le Vaincre ou Mourir, qui sont des œuvres identitaires, etc., et où il y a toute une organisation derrière. Pareil, ce serait assez long d'expliquer, mais une organisation derrière de communautés catholiques réactionnaires qui poussent et qui foutent la pression aux exploitants des salles de ciné pour qu'ils passent ces films-là. Et donc, il y a aussi, je pense, en tout cas pour penser la situation dans le cinéma, aussi à penser au circuit de distribution. Voilà. Bonjour, moi je viens de Bruxelles, je travaille à l'Opéra et je voulais parler d'un truc, justement comme, pardon, je ne sais pas parler en public. Donc c'était un spectacle qui s'est joué l'année passée qui s'appelait Alice. C'était un spectacle magnifique sur un migrant, vraiment tout le monde sortait en pleurant et tout. Et en fait c'était financé par Engie. Et du coup, moi, je trouvais ça vraiment hyper paradoxal et en même temps, je ne peux pas refuser du boulot. Enfin, tous les gens qui sont techniciens du spectacle ici le savent, c'est très dur. Donc, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Mais je me suis dit, après, évidemment, comme souvent, on réfléchit après, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et je me suis dit, mais en fait, si tu avais été maître dans les toilettes, là où ni tes boss, ni les gens, parce que, je sais pas vous, mais moi, à l'Opéra, il n'y a pas beaucoup de techniciens de gauche, hein. Vraiment. Donc, si tu avais été mettre dans les toilettes la porte intérieure, tout ce que NJ a fait, par exemple, tout en quoi ils sont problématiques, ou que tu avais prévenu des militants qui seraient venus distribuer des tracts à la sortie du spectacle, je pense qu'en gardant notre job, on peut, comme mademoiselle disait, on ne doit pas les laisser aux techniciens d'extrême droite, ou même de droite, ou même aux apolitiques. On doit rester à l'intérieur, on doit saboter de toutes les manières qu'on peut leur propagande. Enfin, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Après, il y a 1000 façons de le faire, mais je pense que pour moi, c'est une piste en tout cas. Merci à toutes et tous pour vos prises de parole et ce sujet, cette discussion très importante et très intéressante. Je réfléchis moi aussi beaucoup à ces questions-là et quand je nous entends parler, nous, peuple de gauche, de ça, j'ai l'impression parfois qu'on est un petit peu enfermés dans l'idée que ces gens-là, en fait, ils ont tout, ils ont gagné. En fait, on est presque un petit peu en train d'oublier qu'on reste la majorité, ils sont minoritaires. Et du coup, je voulais vous demander si vous ne pensez pas que en dehors de les choses un petit peu du désespoir, les techniciens qui arrêtent les événements, tout le travail de documentation et d'information qu'on peut faire avec les journalistes, les réseaux sociaux, les collectifs militants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire du côté du rêve, du demain, de proposer des alternatives, d'imaginer justement comment, en fait, qu'est-ce qu'on, au-delà de juste être contre, qu'est-ce qu'on propose de mieux? Parce qu'on a plein de choses à proposer qui sont mieux. Et voilà, j'entends des personnes qui disent je sais pas quoi faire moi dans le cinéma, mais en fait, il faudrait qu'on réfléchisse comment ne plus être dépendant, enfermé par les systèmes qu'ils ont mis en place, qui sont très capitalistes, et aussi nous rappeler que la culture, c'est aussi surtout la contre-culture. C'est toujours la contre-culture qui devient petit à petit la culture majoritaire, et c'est cette force-là, je pense qu'il faut qu'on invoque aujourd'hui. Voilà. Moi, juste ce que je veux répondre, c'est que bien sûr, là, c'est le sujet de cette table ronde, donc ça paraît comme ça, mais moi, je peux parler à titre propre et pour des camarades aussi, mais
on travaille régulièrement à 80 ou 90% pour des spectacles magiques, magnifiques, émancipateurs. Et en tant que spectateuriste, on va voir. Et en fait, oui, la création, qu'elle soit dans des contre-cultures ou même des trucs mainstream, il y a plein de trucs vraiment trop bien, trop encourageants, etc. Donc c'est sûr que là on focalise sur ça et c'est ça qu'on a envie de se battre et tout quoi. Mais même si moi ce que j'ai plus l'impression en tant que travailleur de la culture, c'est que il y a quelques années on était par exemple dans le spectacle vivant très peu titillé par l'extrême droite dans nos lieux. C'est arrivé que dans l'événementiel où on le savait clairement, c'était ok, ça c'est un meeting de telle personne, on pouvait se dire ça on n'y va pas. Faudrait que c'en était un de temps en temps, machin. Maintenant c'est arrivé un peu plus. Bon, en effet, on en parle là et tout, mais un peu plus, je pense, on le sait tous, il y a encore plein de belles choses. Et peut-être aussi pour... Ouais, moi j'ai dit tout à l'heure que j'étais très inquiet, et c'est vrai. Ça m'empêche pas de rêver, et ça ne nous empêche pas de continuer à faire ce qu'on fait. Et justement, c'est parce que on est dans l'engagement, un engagement d'abord pour le patrimoine, mais qui se transforme du coup en engagement militant. Et je pense que c'est là où on trouve une réponse qui nous fait dire bon bah ok, il y a quand même encore sans doute des raisons d'espérer et de continuer à faire ce qu'on fait. Par l'engagement, je pense que c'est vraiment, en tout cas moi c'est la réponse que j'y trouve, qui fait que nous on prend le risque de se dire, puisque tu posais la question tout à l'heure du service public, et si demain ça passe au RN, ouais, nous on a pris le risque de se faire condamner d'avance, puisque on a eu la chance, quel bonheur, d'être contacté par le cabinet de Marine Le Pen lors d'un salon du patrimoine qui nous dit c'est formidable ce que vous faites, Marine Le Pen, vous rencontrez. On lui a dit non. On est sûr que on est noté dans la liste des gens à abattre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ouais, on continue, on s'engage et on transforme cet engagement. On passe de un simple engagement pour le patrimoine à je m'engage pour le patrimoine, donc je m'engage pour une société différente, alternative, qui me fait rêver. Voilà. Et puis même dans votre association, en tout cas moi de ce que je sais de manière extérieure, c'est pas simplement de rénover du patrimoine, il y a aussi toute la question de mixité sociale au sein des chantiers. Oui, bien sûr. Quand je dis qu'on a un projet d'éducation populaire, c'est qu'effectivement, on est engagé pour rendre le patrimoine accessible à toutes et tous, sans empêchement, sans discrimination. Ouais, c'est effectivement le but, c'est que le patrimoine, il appartienne à tout le monde et que tout le monde puisse être actrice, acteur ou bénéficiaire de ce patrimoine. Et même dans l'apprentissage des métiers, dans la découverte de la réinsertion sociale. Dans la découverte des métiers, dans la réinsertion sociale, ouais, bien sûr, c'est des métiers qui, pendant des années, ont été ultra genrés et on travaille énormément justement pour casser ce genre de stéréotypes. Ouais, puis il y a aussi un autre truc. Moi, je suis pas hyper fan du terme contre-culture en fait, parce que j'aime mieux culture tout court. Voilà, donc et surtout en fait, je pense qu'il faut se rappeler un petit peu de l'histoire du mouvement ouvrier en fait. Donc moi j'aime bien ce terme mouvement ouvrier. Voilà, donc une des premières choses qu'ont fait les syndicats quand ils ont commencé, avant même, voilà, donc d'être reconnus en fait. Donc c'est qu'ils ont ouvert. Ils ont ouvert des bourses du travail, et dans les bourses du travail, c'était des lieux d'éducation populaire. C'est reparti, quoi. Si l'État, aujourd'hui, on est habitué à ce que ce soit l'État qui fournisse la culture. Si l'État commence à détruire ça, en fait, on construit à côté, quoi. Et on construit, en effet, alors pas un contre-discours, voilà, donc dans les structures, en fait, donc militantes. Mais attention, il ne faut pas que ça soit des lieux pour donner justement un roman national de gauche ou une version de gauche de l'histoire. Quand je parle de l'histoire, voilà, parce que c'est mon truc, mais qu'il faut tout bêtement que ce soit des lieux où on apprenne l'histoire, où on apprenne les sciences, on apprenne la culture, parce que sincèrement, je pense que quand on offre ça au public, en fait, les gens sont contents, en fait, parce qu'on ne les prend pas pour des cons. Voilà.
Mais là, aujourd'hui, en fait, on essaie de dire, voilà, l'important, c'est vous venez, voilà, c'est un peu le discours, en gros, venez vous. Il y avait ça c'est intéressant. Il y avait une fête médiévale que j'ai pas mal fréquentée. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu la fête à la saucisse, donc j'y vais plus en fait. Hein. Donc, c'était la fête médiévale de Provins, en fait, que tu dois connaître aussi. Voilà. Donc, et en fait, un des slogans, à un moment, c'était genre venez voyager en dehors du temps. Qu'en fait, bah non, en fait, c'est quand même un problème. Quoi, en fait, hein. Donc, et ça, le problème, c'est que justement, moi, c'était une des fêtes médiévales où j'ai beaucoup insisté de dire, si vous voulez, on vient faire de la vulgarisation et tout, ça a été refusé à chaque fois. Bon, après temps, c'était les maires de droite, donc en fait, ils sont voilà, donc ils en ont rien à foutre en fait. Alors, leur but, c'est de ramener plein de gens, que les gens dépensent leurs sous chez eux. Alors qu'en fait, moi, j'ai déjà fait des fêtes médiévales où en effet, là, on est face à des gens qui ont et même parfois des fêtes médiévales dans des municipalités de droite, en fait, où les gens ils disent voilà, en effet, nous, on a un projet d'éducation populaire, donc on fait venir des historiens, des historiennes, des archéologues et tout pour faire de l'éducation populaire à côté de la fête, enfin dans la fête quoi en fait. Hein. Donc les gens ils peuvent toujours s'habiller en fourrure et puis avec casque à cornes s'ils ont envie, mais ils peuvent aussi assister à des conférences, voilà. Donc voilà. Et c'est ça qu'il faut proposer quoi, tout bêtement quoi. Et si c'est plus fait par les municipalités, il faut créer des structures, il faut se réinjecter collectivement en fait, se réinvestir collectivement dans des structures syndicales et tout, et puis voilà, recréer un contre-discours. Et si on repart de la base, repartons de la base, voilà. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, moi je voulais juste rajouter, en effet, faut rêver, mais les rêves, ça se construit. Du coup, on peut rêver petit, et c'est déjà énorme, parce que commençons par créer des espaces où on peut se rencontrer et rêver collectivement, et qui partent de la base, exactement. Donc, on a peut-être hérité cet imaginaire capitaliste il faut un objectif, il faut une alternative très précise vers laquelle aller. En fait, cette alternative, elle peut se construire au fur et à mesure du chemin, et juste savoir que ce qui se passe maintenant, on refuse. Ce qui se passe maintenant tue des personnes. Ce qui se passe maintenant met en danger plein de vies. Et rien que de dire, moi je suis d'accord, il ne faut pas être que contre, mais déjà de dire ça je le refuse, je suis contre, ça nous met déjà en action. Et ensuite, pour créer une alternative, je n'ai pas la réponse, mais parce que je n'ai pas à l'avoir toute seule. Donc, je vais commencer par trouver des lieux, des espaces qui me permettent d'y penser et de rêver collectivement. Et déjà, en plus, il y a aussi tout un réseau qui est déjà présent de cinéma indépendant, autoproduit, des salles, des lieux, des festivals, des associations, du théâtre de rue, etc., qui a un réseau qui est hyper foisonnant et où il y a plein de gens qui travaillent de manière bénévole pour diffuser des œuvres de plein de manières différentes, créer des ciné-clubs, etc. Et ça existe de manière très forte ici, en tout cas. Ouais, je voulais juste rajouter, il y a des lieux, il y a tout un mouvement syndical, il y a tout un mouvement associatif où justement on peut ne plus être seul pour construire ou pour ne pas se résigner. Donc faut je pense que c'est tous ces endroits qu'il faut qu'on investisse quoi. On va prendre la dernière question. Bonjour. C'est plutôt pour un témoignage. Je suis Bintou Dembélé. En 2019, j'ai chorégraphié un opéra-ballet du nom des Indes Galantes, un opéra baroque. Ça s'est fait à Bastille, en fait, où j'ai plutôt travaillé avec des gens de gauche. En tout cas, ceux qui étaient en bas étaient de gauche. Et on a tendance à les oublier. Et j'ai envie de leur rendre hommage aujourd'hui. Et la façon dont j'ai rusé pour entrer dans cette maison, qui n'était pas du tout ouverte à ma personne et aux gens qui étaient au plateau avec moi, ça a été de faire une formation qui nous a permis de ralentir le temps. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que quand on fait des grosses productions, en l'occurrence là, j'avais 1 mois et demi pour faire 3h40 de spectacle. Ce qui, pour moi, était évident que je n'allais pas avoir la possibilité de détourner l'œuvre en soi qui était raciste, coloniale et esclavagiste. Et donc cette formation, elle s'adressait aux artistes avec qui je travaillais qui n'étaient pas intermittents du spectacle. Et donc il a fallu que je trouve les moyens parce que l'objectif c'était qu'ils soient payés, un petit peu comme une façon de faire des répétitions, pour pouvoir être conscientisés par rapport à l'œuvre et son caractère très problématique.
Et donc, je me suis adressé à des tutelles qui, à l'intérieur de ce système-là, il y a des gens qui sont de bonne volonté, en fait. Donc, j'ai inventé une formation qui a été soutenue par le FNAS. Et puis, à mon petit bonheur, on a pu faire cette formation, sauf qu'il nous a manqué 30 000 euros. Et là, d'un coup, il y a Total qui arrive. Et là, tout le monde me regarde en disant « Mais vas-y, viens, on l'a fait. » Je dis non. À un moment donné, j'ai quand même un respect de moi-même. Et donc, il y a des têtes qui ont surgi qui sont des mécènes, qui sont des rentiers, qui sont prêts à mettre de l'argent dans la culture, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, j'ai eu 2 mécènes comme ça qui sont sortis de nulle part, qui ont donné de leur argent personnellement pour qu'on finisse cette formation, qui nous a permis de faire ce spectacle avec le point de vue qui était le mien. Donc voilà, de vous dire que c'est un moment de très grande catastrophe. À l'époque, nous, en tout cas, c'était les Gilets jaunes, donc on a notre avant-première qui a sauté. Donc ces artisans qui font la maison étaient à nos côtés pour que le spectacle se finisse. Et j'ai envie de dire que voilà, j'ai bien senti qu'en étant dans cette maison-là, il y a des gens qui s'adressent à nous, mais qui ne savent pas comment s'adresser à nous. Comme s'il y avait des ponts qui n'existaient pas. Et je pense que moi, en tout cas, c'est les 2 personnes qui m'ont aidé. Maintenant, c'est un peu plus difficile parce que l'État demande de justifier pour donner à des assos, etc. Mais à l'époque, ils nous auront rien demandé en retour, de juste célébrer notre place dans cet environnement-là qui ne nous conviait pas. Mais en fait, il y avait une autre question aussi. Désolée. Merci. William a parlé tout à l'heure des bourses de travail, mais aujourd'hui, on a un réseau de comités, pas de comités d'entreprise, parce que ça a changé de nom, c'est des comités économiques et sociaux, gérés dans les entreprises qui historiquement gèrent des centres de vacances où il y avait des spectacles. Et on a là un réseau sur lequel on peut essayer de s'appuyer. Et moi, je suis désolé de voir des syndicalistes faire de la distribution de billets pour aller justement au Puy du Fou. C'est un drame. Dans toutes les formations, je suis syndicaliste à la CNTSO, dans toutes les formations que j'anime de formation de militants dans les CSE, je leur dis, mais réfléchissez à ce que vous faites. Enfin, vous travaillez contre vous. Vous financez contre vous. Contre la culture ouvrière, contre la culture populaire. Il faut changer, il faut dans tous les CSE dans lesquels on a des militants, les uns et les autres, quelle que soit notre organisation syndicale, qu'on dise, arrêtons de faire n'importe quoi. Arrêtons de faire n'importe quoi. Merci beaucoup. En effet, le syndicalisme, il faut qu'il se questionne constamment. Et on va finir là. Ah non, il y a une dernière question. Allez. Il y avait juste les camarades de la parole errante qui voulaient, parce qu'ils trouvaient ça juste dans ce contexte-là du débat. Oui, du coup, moi je voulais dire que là, il y a eu un petit moment de débat sur quelles alternatives construire et tout ça, et je pense que nous, ça nous fait plaisir d'héberger cette journée aujourd'hui, et je pense que ça fait partie justement de ce qu'on essaye de faire à la parole, que de proposer des lieux de culture et des façons de produire, de s'organiser ensemble pour avoir accès à de la culture à prix libre, dans un lieu autogéré qui est entièrement bénévole et tout ça, et du coup, voilà, de faire cohabiter aussi des choses qui sont du théâtre, des soirées militantes, de la musique, et des actions plus, on va dire, directement militantes comme des cantines ou des trucs comme ça, et du coup de faire cohabiter toutes ces réalités-là ensemble. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette table ronde. Et puis, si vous voulez continuer aussi à discuter, nous, le collectif Hors Cadre, on a un stand
là-bas, et aussi pour continuer à réfléchir ensemble. Une aussi des résistances, c'est de financer la presse indépendante et d'aider les journalistes indépendants, les pigistes comme nous qui sont des travailleurs aussi qui sont précaires, et que pour aussi avoir l'information pour lutter, il faut aussi le temps d'enquête et enquêter pendant longtemps, prendre le temps de discuter avec des sources, d'avoir des documents. C'est énormément de travail, énormément d'investissement. Donc, et l'économie de la presse est aussi assiégée par énormément de milliardaires, etc. Voilà. Et dernière, tant qu'on est au moment pub, nous, le STUX, syndicat des travailleurs unis du spectacle, on a un stand là-bas, vous pouvez y passer, et on a un compte Instagram, et on est à 964 followers, et on a fait un pari que ce soir, on passait les 1000 followers, donc n'hésitez pas à nous tenir. Merci beaucoup. On se retrouve à 18h30 pour la 3e table ronde antiracisme et lutte décoloniale dans la culture. Merci beaucoup.